Je vais commencer par remercier le professeur Yankou d'être là. À propos de vos deux derniers, vous voyez, à partir de vos deux derniers ouvrages, pourquoi le poète il arrive au Ronca s'est-il suicidé, et 80 ans depuis le pogrom de Yazi et la Shoah en Roumanie. Carole, vous êtes historien, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry. Vous avez fondé le Centre de recherche et d'études juives et hébraïques. Vous êtes spécialiste de l'histoire des Juifs de Roumanie. Et votre œuvre historique, parue dans plusieurs langues, est consacrée à l'histoire des Juifs, de l'antisémitisme, de la Shoah et des relations judéo-chrétiennes. Alors vous me pardonnerez, je ne vais pas citer tous les livres. Ça serait beaucoup trop long. Je vais seulement ajouter que vous êtes membre titulaire de l'Académie de Nîmes et membre d'honneur de l'Académie roumaine. Et en cette année 2024, vous avez été lauréat du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France. Aujourd'hui, c'est donc pour ces deux ouvrages que vous êtes là. Et vous voudriez parler d'abord du poète ou d'abord de l'histoire. On commence. Merci Madame Claparède, merci Brigitte. Je n'oublie pas que vous avez soutenu une brillante thèse à l'Université Paul Valéry. Moi-même, j'étais votre directeur de thèse et c'était de cette thèse est sorti un très beau livre. Alors, maintenant, première question, un gros pavé entre guillemets, 80 ans depuis le pogrom de Jassy et la Shoah en Roumanie. Un ouvrage bilingue a paru aux éditions de l'université de Iași en roumain, en français on dit Iași ou Jassy, et un ouvrage extrêmement important parce que pour la première fois, nous avons des études scientifiques et un appareil iconographique assez exceptionnel concernant ce terrible pogrom qui a été le premier pogrom de la Deuxième Guerre mondiale. Nous savions quelque chose, nous, en Occident, grâce à Curzio Malaparte, le célèbre romancier italien, qui, dans son livre Caput, a un chapitre qui s'intitule « Les rats de Jassy ». Mais qui se rappelle aujourd'hui qu'effectivement, à la fin du mois de juin 1941, dans l'espace de quelques jours, plus de 13 000 Juifs ont été massacrés dans la ville et dans les trains de la mort, parce que ceux qui ont survécu au massacre de la ville, ils étaient embarqués dans deux trains qui devaient aller vers les camps de concentration, où ils ont été asphyxiés et morts dans ces camps. Alors, effectivement, moi-même, je suis né à environ 60 km de Jassy, et une partie, quelqu'un de la famille est mort lors de ce pogrom, une autre partie est morte dans la Shoah en Roumanie. Donc j'avais à la fois, je considérais comme un devoir de mémoire, c'est pourquoi j'ai écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages sur ma communauté d'origine. Mais ce livre, si vous voulez, c'est la dernière publication qui concerne des documents extrêmement nouveaux et inédits, puisés dans les archives roumaines, en même temps que des témoignages, et en même temps, j'ai fait appel à plusieurs spécialistes d'Allemagne, d'Israël, bien entendu aussi de Roumanie et d'autres pays. Et si nous avons aujourd'hui, effectivement, nous savons exactement ce qui s'est passé. J'ai voulu rendre un hommage appuyé à ces victimes décédées. Nous n'avons pas exactement la liste exacte de ceux qui ont été tués parce que le nouveau régime communiste a effectivement d'abord enlevé les listes des Juifs, ensuite on a falsifié de la sorte pour ne pas qu'on voit ce qui s'est passé parce qu'au départ, rien ne s'est passé à Jassy. Pendant plus d'un demi-siècle, dans une ville où la moitié de la population était des Juifs, le mot pogrom n'apparaissait pas. Heureusement, aujourd'hui, grâce à plusieurs interventions, nous avons un musée qui est à Jassy, qui est en même temps musée de la littérature roumaine, musée du théâtre
théâtre yiddish, qui est né en Roumanie fin 19e siècle, et musée du pogrom de Jassy. Et donc, effectivement, voilà ce que je voulais dire à propos de ces livres. Mais, hormis plusieurs études que moi-même j'ai publiées concernant l'assassinat des Juifs avant la guerre, je veux dire deux choses concernant l'intervention du grand rabbin Alexandre Safran. C'est grâce à lui que vous me voyez aujourd'hui, moi, mais que la plupart des derniers Juifs de Roumanie sont restés en vie. Parce que la Shoah en Roumanie, à la différence de ce qui est passé en Hongrie, c'est une forme de paradoxe. En Hongrie, les Juifs sont restés en vie jusqu'à 1944. Et en 6 semaines, 600 000 Juifs ont été massacrés, parmi eux 100 000 chrétiens, mais considérés juifs par les rois racistes. Tandis qu'en Roumanie, les massacres commencent plus tôt et heureusement finissent plus tôt. Et donc, effectivement, pendant la guerre, donc il y a toute une étude concernant Alexandre Safran. Sur Alexandre Safran, grand rabbin de Roumanie, ensuite grand rabbin de Genève, grand spécialiste de la Kabbale, théologien de taille internationale, enfin une personnalité hors pair, Alexandre Safran. Eh bien, j'ai fait dans un chapitre précis, je lui ai rendu hommage parce qu'effectivement, il s'est impliqué non seulement pour sauver le Juif de Roumanie, mais ceux qui ont été déportés en Transnistrie, appelés par les historiens Auschwitz roumain sans les chambres à gaz, le dépotoir. La Transnistrie, c'est pas la Transnistrie d'aujourd'hui, mais c'est quand même entre la République de Moldavie, parce que nous avons aujourd'hui le paradoxe d'avoir deux États roumains en Europe, la Roumanie et la République de Moldavie, et l'Ukraine. Et donc, de l'autre côté du Dniestre, effectivement, il y avait une région que Hitler a donné en cadeau au dictateur Antonescu pour sa participation à la guerre. Et donc, effectivement, les Juifs de Roumanie, non seulement de Bessarabie et Bukovine, mais même de la Moldavie natale, ils ont été donc évacués, entre guillemets, déportés en Transnistrie. Plus du tiers ont été massacrés là-bas, ou sont morts d'épidémies, de typhus, etc. Et donc, ceux qui ont survécu, c'est grâce à une chaîne de solidarité. Et nous connaissons très peu de déclarations des chefs religieux, des responsables religieux juifs pendant la Shoah. Mais grâce à Alexandre Safran, on a pu retrouver ces discours. Et une partie de ces discours sont publiés ici avec des expressions bibliques, comment il haranguait les gens qui sont restés à Bucarest pour qu'ils aident leurs frères qui meurent de faim et de froid en Transnistrie. Ça, c'est pour, effectivement, Alexandre Safran. Et deuxième hommage, j'ai repris un article que j'ai publié pour la première fois il y a plus de 40 ans, qui est un hommage à Benjamin Fondal, dont il sera question aussi demain. Effectivement, j'ai connu un médecin roumain qui s'appelait Lazar Moscovici, qui un beau jour, je reçois une lettre à l'université d'Aix en disant « Est-ce que vous pouvez transmettre cette lettre à M. Yankou ?» J'ai lu son livre sur les Juifs de Roumanie, de l'exclusion à l'émancipation. Moi, j'ai le document à lui montrer, à lui offrir. Comme ça, j'ai fait sa connaissance. Eh bien, il faisait partie avec ses deux frères, ses trois frères médecins, déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale de France, à Auschwitz. Ses deux frères ont été tués à Auschwitz, et lui-même, Lazar Moscovitch, a survécu. Et il me raconte un beau jour, il soignait, il avait une sorte de pseudo-hôpital à Auschwitz. Qu'un beau jour, il rencontre là-bas qui Benjamin Fondal. Et dans cet enfer d'Auschwitz, Fondal, qui a vu quelqu'un qui lui dit « Mais moi je vous connais, j'ai lu vos poèmes, etc. » C'était pour lui vraiment un miracle. Et il a maintenu pendant plusieurs semaines, il a essayé de le sauver, il a mieux nourri, mais un beau jour, il avait la sélection, et malheureusement, Fondal, donc,
qui reste vraiment la conscience de la Shoah. Il représente, je dirais, la conscience d'un tiers du peuple juif massacré pendant la Shoah. Et 2 ans auparavant, il a écrit ce poème prémonitoire, Superfluina Babylonis. Souvenez-vous seulement que j'étais innocent. Benjamin Fondan, de son vrai nom, Binyamin Wexler, et comme beaucoup d'autres juifs roumains, ont romanisé leur famille, les noms. Et ça me permet de faire la transition pour le 2e livre qui s'intitule « Pourquoi le poète Hilarie Voronka s'est-il suicidé ?» Je n'ai pas à présenter puisque vous le faites vous-même. Ah, si vous permettez. Non, mais si vous voulez dire quelque chose. Non, Non, allez-y. Non, je voulais le présenter en citant 2 vers. Parce que ces 2 vers, il me semblait qu'ils traduisaient toutes les solitudes. Celle du poète, celle de l'immigrant juif, celle de l'homme épris d'idéal, politique, humaniste, amoureux. Et ces 2 vers, c'est « Vous m'avez chassé des ruelles pleines de tumulte, vous m'avez frappé avec des fouets dans les places publiques, comme un vieux cheval. » Il me semblait que ça me suffirait pour l'introduire. Oui. Mais... Je remercie Brigitte qui a choisi les beaux vers. Alors, Hilarie Voronka. Donc, Hilarie Voronka. Son vrai nom, c'est Edward Marcus, ou Eddie Marcus. J'ai publié ici 120 lettres inédites échangées entre Hilarie Voronka et ses sauveteurs, et c'est en cela qu'il y a un lien avec les autres conférences présentées déjà ici. Et ses sauveteurs, Élise et Jean Mazin, du village de Moirazès. Et maintenant, Jérusalem est en cours de traitement. Le dossier, je me bats grâce à l'appui de mon fils Michael, qui, l'un des premiers, dans son grand livre sur Vichy et les Juifs, l'exemple des héros, publié donc aux éditions Pull, où il rend un hommage appuyé. Il a fait un très gros chapitre sur les justes parmi les nations, et il y a toute une histoire qui concerne à la fois et Toulouse, et Montpellier, et Marseille, enfin tout le Midi. Le titre c'est Vichy et les Juifs, l'exemple des héros, mais le livre dépasse largement. Et avec Michael, nous avons envoyé à Jérusalem un très gros dossier. Maintenant, en Israël, malheureusement, d'autres problèmes, mais j'espère qu'il va être traité rapidement pour donner à la famille ce qui reste de ce couple nerveux de personnes, d'instituteurs, le titre posthume des justes parmi les nations. Alors arrivons à Hilarie Voronka lui-même. Il est né à Braïla. Tiens, il y a un autre grand écrivain qui est né à Braïla, non? Voilà, Mireille Sébastien, je pensais qu'il est un peu plus connu, mais certainement, certains ont dû parler ont dû le connaître. Il y a un journal qui est paru il y a quelques années. Il y a un journal qui est paru il y a quelques années, et c'est vraiment considéré comme un des plus grands écrivains roumains. Certains disent c'est le plus juif parmi les écrivains roumains, c'est le plus roumain parmi les écrivains juifs. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'avait pas le droit de publier en tant que juif, bien entendu. Il a publié sous un pseudonyme, surtout un très beau livre, L'étoile sans nom, Steaua fără nume. Alors, revenons à Hilarie Voronka. Il est né dans une famille bourgeoise. Son père était directeur de scierie, et donc il reçoit absolument aucune éducation religieuse juive, car les parents voulaient que leurs enfants s'intègrent bien dans la Roumanie, dans un pays où les Juifs, avant la Première Guerre mondiale, n'étaient pas reconnus comme des citoyens. Quand on réfléchit qu'en France, ils ont obtenu les droits des citoyens en 1791 et les séfarades une année plus tôt, en 1790, en Roumanie, il faut attendre jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale en 1919, et la constitution roumaine change en 1923
pour que les Juifs soient reconnus comme citoyens. Ça veut dire qu'ils étaient bons pour aller à l'armée, mais dans l'armée, ils n'ont pas le droit d'arriver au grade d'officier, même pas de sous-officier. Et une fois qu'ils sortent de l'armée, ils redeviennent juifs. Et mes deux grands-parents sont morts pour la Grande Roumanie, dans les combats pour la Roumanie, et tout en n'étant pas considérés comme des citoyens roumains, la Constitution roumaine disait ce sont des étrangers non soumis à une puissance étrangère. Reconnaissez qu'il fallait réfléchir à une telle formule. Étrangers non soumis à une puissance étrangère. Et alors, il arrive au Ronca. Au départ, il s'appelait Eduard Marcus. Il va changer de nom, comme bien d'autres personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va faire des études de droit à Bucarest, mais il ne pratique pas le droit. Il aime les lettres, il aime la poésie, il veut se faire connaître dans le monde des lettres. Et il commence à se faire connaître. Il devient l'un des plus importants théoriciens du mouvement de l'avant-garde roumaine, ce qui est vraiment assez exceptionnel. Mais lui, comme Fondan, comme auparavant Marcel Janco, mouvement dadaïste, comme Victor Brauner, ceux qui aiment la peinture, Jacques Herold, il n'y a pas longtemps à Marseille, on a effectivement fait une très grande exposition concernant l'œuvre de Victor Brauner, ou Brauner en roumain, et Jacques Herold, vont effectivement émigrer en France. C'est une question, je dirais, mais vous pouvez déjà comprendre qu'effectivement, ils arrivent à Paris. Il se marie en 1927 avec Colomba et il va écrire le plus beau chant d'amour prenant l'exemple sur le cantique, sur Shirachirim ou le cantique des cantiques, hommage à sa femme aimée. Il se marie avec elle en 27. En 1933, ils s'établissent définitivement en France. Il est venu déjà plusieurs fois. Son épouse était chimiste, docteur en chimie de l'université de la Sorbonne. En 1938, ils reçoivent la citoyenneté française, mais peu de temps après, quelques semaines après, le couple se sépare. Je ne vous dis pas pourquoi, parce que c'est lié, et vous allez pouvoir lire le livre, pourquoi il s'est suicidé, Vorunka. Enfin bref, le couple se sépare, et il avait connu auparavant une autre personne, une musicienne roumaine, et quand la guerre arrive, il se retrouve seul. Pendant 2 ans, il est à Marseille, où il est aidé par le directeur des Cahiers du Sud, parce qu'il faut dire, je ne vais pas entrer dans les détails pour raconter tout ça, mais il a écrit dans les grandes revues françaises, comme Benjamin Fondan, qui avait la rubrique philosophique des Cahiers du Sud. Lui, Vorunka, a publié effectivement des textes très intéressants dans les Cahiers du Sud. D'ailleurs, ici, j'ai publié toutes les lettres, toute la correspondance aussi entre Hilar et Vorunka et Jean Ballard, le directeur des Cahiers du Sud. Mais auparavant, il a publié effectivement des textes dans de nombreuses revues. Alors, la seule chose que j'aimerais quand même sur laquelle insister du point de vue œuvre littéraire, c'est que si en Roumanie, il était au sein d'un mouvement un peu particulier, rapproché du dadaïsme, il invente ce qu'on appelle la pictopoésie, la poésie picturale, et ils ont publié un seul numéro assez exceptionnel, 75 ans après. Une fois qu'il arrive en France, il devient un poète, entre guillemets, humanitariste. Il s'intéresse à la vie de ceux qui sont humbles, de ceux qui sont pauvres, de la femme travailleuse. Et il y a toute une série de poèmes extrêmement intéressants. Mais à la fin de sa vie, il revient aussi avec deux grands poèmes en prose. L'un, L'ordre divine ou l'invisible à la portée de tous, publié en 1941. C'est un conte fantastique où on retrouve vraiment un écrivain. Il va à un moment donné dans une rue, au lieu de voir le boulevard,
Lord du Ville, il va au boulevard Hilaire Voronka. Et il a toute une histoire assez exceptionnelle. Et une autre écrite exceptionnelle, Confession d'une femme fausse, d'une âme fausse, pardon. Bon, maintenant, aujourd'hui, on sait quand on a un problème de cœur, on peut remplacer le cœur. Mais lui, dans ce roman assez exceptionnel, il va remplacer son âme. Il va chez un médecin qui va lui remplacer l'âme. Il se trouve que l'âme, c'est l'âme d'un soldat qui est mort à la guerre. Elle a toute une histoire assez exceptionnelle. Et ce qui me paraît intéressant, et là-dessus je veux insister, c'est ces années de guerre. Au départ, il n'est pas le seul. Beaucoup d'artistes juifs et même non juifs se retrouvent à Marseille. Et là, il a la chance de connaître un jeune éditeur, Denis Bouloc, qui était originaire de Rodez. Et c'est lui qui va avoir le courage de tromper la censure de l'époque et de publier plusieurs de ces romans que je viens de citer. Mais en 1942, c'est l'année terrible, et Michael a bien raconté ce qui s'est passé, c'est bien le 24 août 1942, 26, la grande rafle. 26, excuse-moi pour 2 jours. Bon, 26 août, c'était la grande rafle des Juifs de Montpellier, et là, avec une grande tragédie, parce que certains gendarmes étaient gentils, sont venus dire aux gens, attention, demain matin il y a la rafle. Certains se sont cachés, sont fuis, et d'autres n'ont pas cru. Et le lendemain, ils sont venus, ils ont été arrêtés, et ensuite, via Drancy du Midi, c'est dans les Rives-Alpes, et ensuite en Pologne et dans les camps de la mort. À Auschwitz, Auschwitz, c'est pas un camp de la mort, ce sont des abattoirs humains. On ne dira jamais, on n'emploiera jamais ces mots-là, mais il faut les employer. Alors, effectivement, en 1942, lui a eu la préscience, l'intelligence de ne pas se déclarer juif, parce qu'à un moment donné, le gouvernement, effectivement, des Vichy a réclamé des juifs, un recensement. 10% des juifs anciens ont eu le courage ou la prémonition, parmi eux beaucoup de juifs étrangers, de ne pas se déclarer. Et c'est pour cela que Benjamin Fondan lui-même, ni Benjamin Fondan ne s'est pas déclaré, ni Hilaire Voronka, ni Colomba Voronka. C'est pourquoi au départ, Fondan est resté à Paris, parce que comme il ne s'est pas déclaré, il pensait qu'il allait pouvoir survivre. Mais malheureusement, il a été effectivement dénoncé par la concierge de son immeuble, et juste au mois de mai 1944, etc., c'est une tragédie. Il a été arrêté avec sa sœur. Bon, maintenant, parlons surtout de Voronka. Alors, 2 minutes. Donc, en 1942, il va quitter Marseille. Il a peur que, malgré le fait qu'il ne s'est pas déclaré, on va l'attraper. Il va être ouvrier agricole dans un petit village près de Gap qui s'appelle Orpierre. Et il décrit la vie très difficile là-bas, même dans les poèmes. Ensuite, Jean-Denis Bouloc, il apprend tout ça. Il était même malade là-bas. Toute sa vie, il s'est plaigné d'avoir une sorte de pleurésie. Et il l'amène dans la région de Rodez. Il se cache dans le village de Moirazès. Et ça, à Moirazès, il peut continuer son œuvre littéraire. Et en même temps, il est abrité, accueilli par ce couple extraordinaire d'instituteurs, Élise et Jean Mazenc. Voilà ce que je souhaitais dire très brièvement. Et je pense que l'hommage que j'ai pu lui rendre en écrivant ce livre, c'était, je l'ai ressenti comme un véritable devoir des mémoires. Je vais aborder 2 sujets, son orientation religieuse et son engagement politique, encore que on peut dire qu'à un moment donné, il a eu la carte du PCF. Merci de votre attention. Alors, alors en fait, on va pas partir très loin avec le nain du roi. Bon, le nain du roi, par contre, alors lui, on vous connaît, vraiment le bouquin, vous avez écrit beaucoup, mais avant, il faut rappeler quand même que vous êtes issu d'un milieu assez modeste,
vous avez même été ouvrier, semble-t-il, avant même d'être journaliste et écrivain. Donc vous êtes un peu un profil de classe, comme on dit maintenant, ça se dit beaucoup. Et voilà, donc vous avez écrit plusieurs bouquins, les derniers sont échappés en 2015, Eugénie en 2018. Là, on va parler avec vous de deux de vos ouvrages. On va d'abord parler de, pour rester un peu dans la même la suite de ce que disait Carole, mais pas dans leur genre, puisque en fait, c'est sur les massacres des Juifs en Roumanie. Et vous avez pris un angle un peu différent pour aborder ce problème-là. Vous êtes parti d'une journaliste d'origine roumaine et d'origine. Voilà. Un roman, en fait. Son roman. J'ai écrit un roman. Voilà, son roman. Et vous faites parler en fait une journaliste d'origine roumaine mais non juive, mais qui va tout à coup s'intéresser à son passé, à sa famille, et qui va découvrir les massacres dont vous avez parlé tout à l'heure, Carole, et même que finalement sa famille n'était pas complètement blanche dans l'affaire, et surtout que la Roumanie semble avoir à peu près effacé de sa mémoire cette période extrêmement... Oui, en fait, c'est ça que je trouve extrêmement triste aujourd'hui en Roumanie et en Ukraine. Je travaille en ce moment dans ces deux pays. J'ai rencontré la première fois Carole Iancu avant de m'installer à Iași, dont il vient de vous parler, parce que j'avais été bouleversé vers 25-26 ans par Caput de Malaparte, dans lequel il y a effectivement ce chapitre effrayant sur le pogrom de Iași. Et je ne comprenais pas comment c'était possible en 4 jours que la population orthodoxe assassine plus de 13 000 juifs à coups de barre de fer sans que l'armée participe vraiment. Et c'est une question que je me pose depuis que je me suis mis à écrire, et j'avais dit à mon éditeur, un jour je vais m'installer à Iași et je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc je me suis installé à Iași, j'ai écrit un roman, Eugénia, qui est paru en 2018. Et puis après, j'ai pu quitter la région. Là, je rentre de Chisinau, en Moldavie, parce que plus je fouillais dans les archives, plus je comprenais que les Roumains ne connaissent pas du tout leur histoire. Le Parti communiste est arrivé en 1949, a tout effacé. Or, la plupart des familles roumaines ont eu un grand-père qui a servi dans l'armée roumaine du maréchal Antonescu. Or, cette armée roumaine, elle a pénétré en URSS aux côtés de la Wehrmacht, selon une ligne qui suit ce que racontent Aaron Abelfeld et Edgar Ilsenrath. Il y a 2 romanciers, malheureusement morts aujourd'hui, que personnellement je vénère, c'est Abelfeld et Ilsenrath. Ce sont les 2 seuls romanciers à travers lesquels on peut comprendre que l'armée roumaine, lorsqu'elle entre en URSS fin juin 1941, massacre toute la population juive sur sa route. Or, d'une façon très confuse, on prête ces massacres à partir de Tchernovitch, en passant par Mogilev jusqu'à la Transnistrie, dont parlait le professeur Iancu, cette grande Transnistrie qui est au-delà du Dniestre, jusqu'à la Transnistrie. Les Roumains, l'armée roumaine, a organisé ce qu'on a appelé les marches de la mort, c'est-à-dire ils n'ont pas massacré les Juifs comme l'ont fait les Allemands dans les camps, ils les ont fait marcher jusqu'à ce qu'ils meurent d'épuisement. Et ceux qui n'étaient pas morts d'épuisement sont morts dans les camps de Transnistrie. Durant ces marches, le père du petit Aaron Abelfeld, qui a que 8 ou 9 ans, le tient par la main, et il y a des textes c'est épouvantable en fait, ce que raconte Abelfeld. Il n'a jamais pu réussir à le mettre dans un livre. On a pu avoir dans ses carnets le récit de cette marche, puisque plusieurs fois dans Histoire d'une vie, il dit « Je n'arrive pas à écrire cet épisode qui dure plusieurs semaines, au cours desquels je vois des enfants, des pères, des mères se noyer dans la boue, et mon père me retient par la main et il m'empêche de me noyer, et quand on s'arrête, enfin,
il essaie de me réchauffer les pieds parce que je suis pieds nus, et quand on reparle, les soldats roumains nous fouettent. Et c'est tellement épouvantable de lire ce texte, qui finalement n'a été publié que par Florence Eman dans un livre somptueux qui s'appelle Le Crépuscule des lieux, où elle raconte, son livre est entièrement consacré à Tchernovitch. Donc, ce texte raconté par Appelfeld est pratiquement pas supportable. Avec la douleur, c'est les deux seuls livres où on se met à pleurer en lisant. Donc c'est terrible. Il n'a jamais pu le glisser dans un livre, il l'a glissé dans un carnet et il l'a donné à Florence Eman qui l'a publié dans Le Crépuscule des villes, des lieux. Je dis ça parce que j'ai eu l'idée, après Eugénia, de refaire tout ce parcours de l'armée roumaine. Donc c'était la guerre en Ukraine, et donc j'ai commencé à Tchernovitch. C'était le début de la guerre, donc c'était supportable, il y avait des alertes, mais Tchernovitch est très loin du front. Et ensuite de marcher, en fait, de Tchernovitch à Mogilev et de continuer en Transnistrie. Et là, c'est effrayant, en fait, ce qu'on découvre. On découvre les fausses communes. Je discute avec les maires des villages. Ils ne savent pas qui est dans la fosse commune. Les autorités russes ont fait mettre que c'était des citoyens soviétiques. Ce n'est pas des citoyens soviétiques, ce sont tous les juifs de toutes ces villes qui sont là, mélangés. On ne sait pas dans quel ordre, on n'a pas les noms. Et le plus effrayant lorsque vous arrivez dans des villes comme Tchernovitch et Mogilev, c'est que le maire vous dit « mais moi je ne crois pas qu'il y a eu des juifs chez nous ». À Tchernovitch, il y avait la moitié de juifs. Tchernovitch, c'était une ville austro-hongroise. Ensuite, ça s'appelle Tchernaout, c'est roumain, c'est occupé par les Roumains. Et ensuite, c'est pris par les Russes. Ça va devenir l'Ukraine, donc membre de l'URSS, et ça s'appelle Tchernivtsi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Tchernivtsi, un tout petit peu ukrainien. Le nom est ukrainien maintenant. La ville est en guerre. C'est une très belle ville. On a parlé d'une petite Vienne. Elle est très abîmée aujourd'hui, il y a des sacs de sable devant les portes, etc. Mais surtout, le plus impressionnant, c'est cette espèce de Shoah qu'on a plutôt prêté à la Wehrmacht, alors que c'est l'armée roumaine qui l'a commise. Et donc, j'en viens à ma réponse à votre question, et donc je serai bref là-dessus. La seule façon que j'avais, c'était d'écrire un roman pour raconter ça. Donc, j'ai effectivement créé le personnage d'une jeune femme d'une trentaine d'années, fille d'un couple de Roumains qui a fui la Roumanie de Ceausescu. Elle est née en France, elle est assez voyou, je connais bien la communauté roumaine très pauvre à Paris. Elle est assez voyou, donc elle est très mal élevée. Des gens ont été choqués par la personnalité de cette jeune femme. Je la voulais comme ça, je voulais ça. Et je pense qu'il faut être assez voyou pour faire le parcours que j'ai fait, parce que c'est très difficile. Vous arrivez devant les maisons qui étaient occupées par les Juifs, j'ai les photos, j'ai même les photos des familles juives devant leurs maisons, et je suis en face de Russes qui ont été trimballés là sous Staline, et qui disent « mais vous venez pour nous prendre notre maison ?» Je dis « non, non, je ne viens pas pour vous prendre votre maison. Je voulais vous expliquer juste que dans les chambres où dorment vos enfants, il y avait des enfants juifs qui dormaient. Et tout le monde a été exterminé. Et les fosses communes, elles ne sont pas loin, elles sont juste à la sortie du village. Mais on vous explique cependant qu'il n'y avait pas eu de juifs ici. C'est ça qui est effrayant. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman, et que l'héroïne qui porte cette enquête est en effet assez culottée, parce que je pense qu'il faut l'être. C'est très difficile à faire. Voilà, ça c'est le roman qui s'appelle « Mais pas dans leurs ombres ». C'est que dans ces livres, j'ai rendu hommage, on a rendu hommage, c'est par le biais d'un collègue de l'université d'IH, un immense poète connu en France, Paul Celan. De son vrai nom, Paul Celan. Et il est parti, alors il disait, là, c'est avec cette phrase que je voulais dire, j'aime et j'écris dans la langue des bourreaux de mes parents. Parce que ses parents ont été massacrés en Transnistrie. Lui, il a survécu par miracle, puis il est venu en France et on connaît sa trajectoire. Oui, on peut voir ça. C'est là que ce soit un Français, en l'occurrence Lionel Duroy, qui s'intéresse et qui, par le biais de romans, essaie
de rétablir une certaine vérité méconnue par tant de personnes et par la nouvelle génération, je trouve que c'est une très bonne chose. La seule chose, bien entendu, un romancier, de façon générale, les écrivains ne sont pas nécessairement des historiens, et parfois il faut faire attention aux chiffres, parce que, si vous voulez, les négationnistes, ils s'entraînent tout de suite. Si vous êtes trompé de 200-300 juifs massacrés, c'est pas vrai. C'est un peu comme l'histoire de Capoute de Malaparte. Il était à Jassy un jour avant le pogrom, tout de suite après le pogrom, mais le jour même, il n'était pas à Jassy. Mais tout ce qu'il a décrit, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Alors les négationnistes disent, mais c'est pas vrai, il raconte des histoires, puisqu'il n'a pas été à Jassy. Donc il faut toujours faire attention aux chiffres. En tout cas, oui, c'est un bouquin évidemment qu'on ne lâche pas. C'est vrai qu'il y a une interaction avec la vie privée de la journaliste qui prouve à quel point elle est complètement déstabilisée également parce qu'elle trouve. Mais il y a même un moment, je vais relever, qu'il y a un général allemand qui se plaint de la sauvagerie avec laquelle les Juifs sont tués par les Roumains. Mais j'ai les lettres. L'armée allemande était scandalisée par la façon dont les Roumains laissaient les Juifs morts traîner au bord des routes, parce qu'ils pensaient que ça allait créer des épidémies qui allaient nuire aux soldats allemands. Donc il y a des lettres de commandants, de colonels, qui disent les Roumains se comportent n'importe comment, ils pourraient au moins enterrer les Juifs qu'ils assassinent. Parce que eux, les Allemands, ils les enterrent, ils sont très propres, les Allemands, ils sont très corrects. Donc on peut après enchaîner sur votre deuxième bouquin qui traite un peu de la même période, qui s'appelle « Sommes-nous devenus des criminels ?», qui s'intéresse au maréchal Paulus. Alors là aussi, c'est intéressant parce que là on est du côté du bourreau, du côté des victimes. On a appelé ça le bourreau et les victimes. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'on en parle avec Muriel, en fait, qu'on fasse plus des échanges. D'abord parce que j'aime beaucoup Muriel et qu'elle a écrit un très beau roman qui s'appelle Tosca. Et parce qu'on s'est retrouvés à un moment travaillant dans le même journal, il y a très longtemps, on était très jeunes. Et donc, ce débat est très intéressant. En ce qui me concerne, moi, historiquement, les bourreaux m'intéressent plus que les victimes, parce que j'ai couvert en partie la guerre en Yougoslavie, puis ensuite je suis allé m'intéresser aux criminels de guerre en Yougoslavie, parce qu'au fond, la vraie interrogation, c'est ça. Est-ce que nous contenons tous le mal absolu? Est-ce que nous sommes tous capables un jour de devenir un bourreau? J'ai étudié très bien la biographie du général Mladic, qui commandait les Serbes. C'était un retraité charmant en 1989, colonel, avec 2 enfants. La fille faisait ses études de médecine, lui s'occupait de ses ruches. Et 2 ou 3 ans plus tard, c'est un monstre absolu qui fait tirer au canon sur le marché de Marcalé un samedi matin à Sarajevo, alors qu'il sait qu'il n'y a que des femmes et des enfants. Et donc il est l'auteur du plus grand massacre de cette guerre, du siège de Sarajevo. C'est très bizarre comment on peut devenir un criminel de guerre. Et quand la guerre éclate en Ukraine, je m'interroge tout de suite parce que au bout de quelques jours, on voit très bien que les généraux russes commettent crimes de guerre après crimes de guerre. Ils tirent sur les hôpitaux, ils tirent sur les écoles, et ça c'est incompréhensible à un moment, parce que ces officiers russes, on connaît la Russie, j'ai beaucoup voyagé en Russie, les Russes c'est des gens charmants quand ils sont pas en guerre. Et l'académie militaire, elle a une éthique qui ressemble beaucoup à l'éthique qu'on enseigne à Saint-Cyr. C'est-à-dire on ne tire pas sur la population civile. Ils sont éduqués comme ça, et pourtant ils commettent des crimes de guerre. Donc il y a une question que je me pose très tôt dans cette guerre, c'est à quel moment ils vont désobéir? Puisqu'au fond, à l'intérieur de la Wehrmacht, on a commencé assez vite à désobéir. Stauffenberg et un certain nombre de généraux allemands essaient, en août 1944, d'assassiner Hitler. Mais avant, il y a des officiers qui désobéissent. Ernst Junger, l'écrivain que j'aime beaucoup personnellement, que je trouve passionnant, à partir de 1939, il dit non,
c'est pas possible. Et il écrit sur les falaises de marbre, qui est un livre d'opposition qu'on pourrait vendre aujourd'hui en Russie. Parce que le dictateur qui est décrit, qui est Hitler, pourrait exactement décrire Poutine aujourd'hui. Bref, la question de l'obéissance et de la désobéissance devient passionnante au bout de 2 ou 3 mois de guerre. Et donc elle se pose comme ça. Et pour moi, Paulus, le général Paulus, qui commandait l'armée allemande à Stalingrad, symbolise ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit un roman, je me suis mis dans sa peau, parce que ça fait 30 ou 40 ans que j'accumule de la documentation sur ce Paulus. Il est passionnant, d'abord parce qu'il est marié avec une Roumaine qui déteste Hitler, donc par la Roumanie j'ai beaucoup de renseignements. C'est une femme formidable qui lui dit « il n'y a rien à attendre de ce voyou », elle lui dit dès 1933. Et Paulus est très légaliste, il dit peut-être, c'est peut-être un voyou, mais il a été choisi par le peuple allemand. Moi, je suis colonel et donc j'obéis. Je suis au service du peuple allemand. Il est tellement au service du peuple allemand, et je la fais vite parce qu'après Muriel va vous parler de son roman, il est tellement au service du peuple allemand qu'il va obéir jusqu'à la fin, jusqu'au 30 janvier 1942, après 1 an de commander l'armée allemande, après avoir fait tuer sur 330 000 hommes, il en reste 70 000, il n'en rentrera que 5 000. C'est pour vous dire. Donc sa responsabilité est considérable. Or, dans les 3-4 derniers mois, toutes ces réunions d'état-major à l'intérieur de la marmite qui est devenue Stalingrad consistent à se poser la question, est-ce qu'on continue à obéir à ce fou qu'est Hitler ou est-ce qu'on désobéit? Il ne désobéira jamais, il sera prisonnier des Russes. Et toute la seconde partie du roman que j'écris, c'est toutes ces réflexions à ce moment-là, jusqu'à aboutir à demander à ce qu'on renverse Hitler depuis sa prison en Russie. Voilà, donc la question de la désobéissance aujourd'hui est passionnante à l'intérieur des armées. Merci. On peut passer à oui, surtout comme je vous le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'activités. Alors, je vais peut-être en rater, vous me direz. Hein. Je vais essayer de faire vite parce qu'il vaut mieux parler de Tosca. Alors, vous avez été journaliste politique à l'hebdomadaire L'événement du jeudi, rédactrice en chef du mensuel de l'emploi Rebondir, rédactrice en chef de 3 mensuels de la petite enfance chez Bayard, avant de créer en 2009 le département pédagogique Bayard Éducation, dont vous avez assuré 10 ans la rédaction en chef. Vous avez aussi été réalisatrice de documentaires pour la télévision. Vous avez écrit quelques essais et plusieurs romans pour la jeunesse. Vous avez dirigé la collection Ceux qui ont dit non aux éditions Actes Sud Junior, ainsi que des collections pour la jeunesse, alors je ne vais pas les citer, aux éditions Bruno Doucet. Ça vous va ou j'en ai oublié? Ça va. Alors, votre premier roman, Eleftheria, est paru aux éditions Emmanuel Colas en août 2022. Alors, nous aimerions toutes les deux prendre un petit moment pour en parler, parce qu'il doit peut-être au feuilleton que vous avez écrit en 100 épisodes pour les éditions Bayard Jeunesse. Non? Non. Alors non, pour le coup, c'est pas ça. Bon, parce qu'ils explorent la mythologie grecque et l'univers biblique. Oui, les feuilletons en 100 épisodes, tout à fait, oui. Mais le lien avec Eleftheria, c'est pas celui-ci. Bon, c'est moi qui ai fait ce lien. Bon, venons-en à Tosca. Peut-être que, juste si vous me permettez, oui, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un lien, un écho avec Lionel. Donc peut-être juste pour dire Eleftheria, ça veut dire liberté en grec. Et c'est un roman qui se situe pendant la guerre, en Crète, et qui va raconter la disparition tragique de la communauté juive de Crète et la résistance des chrétiens aussi, à partir de personnages qui sont essentiellement des jeunes femmes, mais pas que, et qui sont chacune confrontées à leur destin. C'est-à-dire au moment où il y a l'invasion aéroportée des nazis sur leur île, la question qui se pose c'est « mais qu'est-ce que je fais ?» Et vous avez toute la possibilité de trahir, de vous enfuir,
de vous cacher, de résister. Et chacune d'entre elles va prendre ce chemin-là. Ce roman, c'est pour ça que ça fait un écho pour moi très fort au livre de Lionel que je viens de lire et dont il vient de parler sur la Roumanie. C'était aussi l'occasion de mettre en lumière une histoire que je ne vais pas vous raconter là, mais qui vraiment conduit à la disparition totale de la communauté juive de Crète, qui était depuis tellement longtemps. Et c'est une histoire inconnue, non seulement des Français, mais des Crétois, mais des Grecs. Et donc là où j'ai trouvé sa démarche tellement... On dit souvent jumeaux, plein de choses dans les démarches, mais voilà, et c'est que finalement, c'est moi, française, donc qui vis une partie de l'année en Crète aujourd'hui, qui suis allée raconter finalement la première, cette disparition. Et je l'ai aussi fait avec un choix romanesque, parce que je suis romancière et je ne suis pas historienne. Voilà. Mais la vérité romanesque apporte beaucoup à... La vérité romanesque apporte souvent beaucoup à l'historiographie. Alors, moi je pense que, en tout cas, on a sans doute fait des démarches parallèles. Moi j'étais journaliste, comme vous l'avez rappelé, je travaillais à l'événement du jeudi, comme Lionel, à un moment. On a travaillé ensemble, et à un moment donné, j'ai trouvé que la parole documentaire, journalistique, n'était pas suffisante pour raconter le réel, et que la puissance de la fiction et des personnages, des dessins singuliers, me permettait d'aller plus loin et d'en dire plus. Et c'est aussi ce qui s'est passé avec le roman Tosca. Oui, mais ça, je l'ai trouvé aussitôt dans votre livre, le fait que l'histoire, elle se dit à travers des destins singuliers. Et alors, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai retrouvé aussi Athènes et Jérusalem, et ça m'a fait un grand plaisir, avec le mariage au début, entre ce grec qui n'est pas juif, qui est communiste, et qui épouse cette jeune juive. Je me suis dit qu'il y avait un dialogue qui n'a pas été historique, mais qui est donné dans cette vérité romanesque. Ça, je trouve que c'est appréciable dans notre roman. Merci, oui. Alors peut-être que je raconte maintenant plus de Tosca, se passe dans Tosca. Oui, alors, vous voulez tout de suite ou vous en avez un sur Tosca? Non. Alors, nous sommes à Lyon, le 28 juin 1944. 7 juifs et 2 résistants, raflés par la milice de Paul Touvier à Tornamour dans un placard. C'est un huis clos dans le noir. Vous écrivez plusieurs fois « Nuit d'encre et de sang ». Alors, parmi ces hommes effondrés, un jeune homme chante des extraits de Tosca, l'opéra de Puccini. Donc, je voulais vous demander comment vous avez rencontré ce jeune homme. Vous parlez d'une obsession dans les dernières pages. Et puis nous dire ce que dit ce chant, cette nuit d'encre et de sang. Alors cette histoire, elle a eu lieu il y a 80 ans, et pour ma part, elle commence il y a 30 ans. Il y a 30 ans, donc j'étais encore journaliste à l'événement du jeudi, j'assiste au procès de Paul Touvier, premier Français condamné pour crime contre l'humanité quand même. Et je découvre à la fois donc ce petit bonhomme minable, qui était quand même chef de la milice lyonnaise, avec cette interrogation que j'ai tout au long du procès et pendant des années qui suivent, c'est au fond, mais ça pourrait être mon voisin de palier. Donc comment ce type est devenu ce monstre finalement? Donc ça commence là, quand je le rencontre là. Si vous vous souvenez, il est condamné pour crime contre l'humanité pour cette affaire des 7 juifs de Rieux que vous venez de rappeler. Parce que le ministre de l'Information de Philippe Henriot, assassiné par les résistants le 28 juin 1944, les miliciens décident de se venger. Et le chef de la milice lyonnaise fait rafler 7 juifs dans la ville de Lyon. Il les fait enfermer dans ce placard à balai qui est au siège de la milice. Je dis placard à balai, c'est 5 mètres sur 90 cm. Hein. Ces 7 hommes se retrouvent donc cette journée-là, cette nuit-là plutôt ensemble. Avec eux, il y a 2 résistants. L'un d'entre eux va passer une partie de la nuit, puis ensuite être sorti, et un va rester toute la nuit avec eux, Louis Goudard, petit Louis. À l'aube, quand Touvier et ses miliciens viennent les chercher, ils sortent les hommes de ce placard, hein, et Touvier remet petit Louis dans le placard, parce que petit Louis n'est pas juif, et que donc il a décidé de ne faire fusiller que des juifs. C'est parce qu'il y a ce geste, et que petit Louis et Maurice Abélard, l'autre résistant, sont encore vivants au moment du procès, qu'on peut, de manière formelle, le condamner pour crime contre l'humanité. Et petit Louis, il a attendu 30 ans, ce procès, comme beaucoup de gens, mais particulièrement lui, parce que dans cette cellule, eh bien, il avait
fraterniser avec tout le monde, mais notamment avec un jeune homme. Quand les miliciens vont arriver le matin à l'aube contre le mur du cimetière de Rieux, donc en banlieue de Lyon, ils fusillent les 7 juifs et ils déposent des cartons à côté de leur corps avec une belle écriture calligraphiée. Il y a le nom des 7 juifs. En fait, il n'y a pas le nom des 7 juifs, il y a le nom de 6. Il y en a un, il n'a pas de carton, il n'a pas de nom. Au moment du procès, c'est lui qu'on appelle Tosca, ou l'inconnu. On l'appelle Tosca parce que justement, Petit Louis et Maurice Abélard peuvent témoigner que cette nuit-là, dans la cellule, ce jeune inconnu s'est levé, il s'est adossé à la porte, et il a chanté en français l'air de Tosca, l'air de celui qui va mourir à l'aube. Et Petit Louis a attendu toute sa vie pour mettre un nom sur cet homme-là. Et notre minable milicien, chef de la milice, il dit, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Voilà. À partir de ce moment-là, moi je me suis dit, je vais le retrouver. Comme si c'était une mission, comme si j'avais besoin de fermer une tombe. Alors au début, je pensais que ça serait facile. Je publie la photo des corps des 7 assassinés dans notre journal, comme on laisse une bouteille à la mer. Et je me mets à recevoir des témoignages de gens qui croient le reconnaître, mais c'est jamais lui. Et on se met à me confier des fantômes à travers lui. Une fois peut-être, ça pourrait être éventuellement lui. On retrouve le témoignage d'une femme, de plusieurs personnes qui étaient avec elle dans un atelier de confection de fourrure à Belleville et qui faisait des gilets en peau de lapin pour l'armée allemande, mais c'était des tailleurs et des coupeurs juifs. Et il y avait parmi eux, dans cet atelier, un jeune homme qui chantait l'air de Tosca à la pause, au milieu des machines à coudre. Voilà, mais sinon, je ne le retrouve pas. Et donc là, la démarche journalistique et de recherche, je passe beaucoup de temps avec Petit Louis Goudard, qui me raconte, qui me confie des choses. Je passe du temps avec Maurice Abélard. Je fais tout un travail d'enquête. Et puis, au fond, quoi? Rien. C'est-à-dire, aussi peu. Je peux reconstituer le plus possible ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je n'ai pas le nom de l'inconnu. Alors, je vous passe quelques étapes, mais il y a une tentative documentaire qui n'aboutit pas. Il y a un livre de journaliste qui ne fonctionne pas. Il y a un essai même... Voilà, et rien. Et les années passent, mais moi je n'oublie pas cet homme-là. Et il me hante, en réalité, profondément. Jusqu'à ce que ça revienne. Alors, peut-être curieusement, je ne sais pas si... Enfin, ici dans la salle, je pense qu'il y a des gens qui sont touchés par la poésie, qui comprendront tout de suite, par la poésie. Parce que je suis aussi poète, enfin j'écris de la poésie. Et je dois faire un poème. Et le poème, ce qui vient, c'est Tosca. C'est l'histoire de Tosca. Le ciel luisait d'étoiles, j'ai accroché la mienne. Se termine ce poème. Et puis 2 ans après, un ami qui fait des portraits, un artiste qui fait des portraits Alain Corcos de déportés. Il fait des portraits qui sont en train de s'effacer plus ou moins et il demande à ses amis écrivains de choisir un portrait et d'écrire quelque chose. Et moi j'en choisis un homme presque effacé, et le poème qui sort, c'est enfin d'abord ça vient en poème, c'est arrête de me regarder avec ces yeux-là, mais je ne t'ai pas oublié, je ne sais toujours pas ton nom, etc. Et là je me dis évidemment que c'est pas fini. Et Bruno Doucet, qui est poète et qui est mon compagnon, me dit, tu vois bien, tu n'as plus qu'une seule chose à faire, c'est la fiction. Voilà. Je fais ce détour parce que je sais qu'on est d'accord avec Lionel, qu'on pense la même chose sur la puissance de la fiction. Tous les deux, vous croyez en la puissance de l'écriture romanesque pour assumer une part de la vérité historique. Mais lorsque vous écrivez, c'est une évidence pour vous. Et puis après, il y a tout de même l'écriture romanesque qui revient. Je suis profondément d'accord avec ce que dit Muriel. À un moment, le journaliste ne peut pas rendre compte de tout. Oui. Quand on travaillait sur la Yougoslavie, le cas de Mladic est très intéressant, vous voyez, parce que 2 mois après avoir bombardé le marché de Neuf-Calais, sa fille que je connaissais, qui était extrêmement brillante en 7e année de médecine, s'est tiré une balle dans la tête avec le pistolet de son père sur son lit. Vous voyez, c'est très violent ça. Et en fait, en journalisme, on ne peut pas rendre compte d'un certain degré d'émotion. Je repense tout le temps, le professeur Carole Yankou a raison d'en parler parce que c'est un livre qui me fascine.
Caput de Curcio Malaparte. Pour moi, c'est un roman absolu, hein, mais c'est le plus beau texte sur la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez lire plein de livres d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, vous ne ressentirez jamais l'émotion et la violence comme vous la sentez dans Caput. Voilà, donc je pense que nous sommes romanciers parce qu'on a épuisé ce qu'on pouvait tirer du journalisme, et c'est formidable. Mais qui peut raconter Tosca? Il n'y a qu'une romancière. Vous ne pouvez pas le raconter par la réalité. Mais Paul Ricoeur a bien analysé ça, il a conceptualisé, voilà, en parlant de ce qu'était la vérité historique et qui laissait de côté les destins singuliers. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que j'aime bien, c'est ce mariage au début qui finalement dit ce que les historiens ne peuvent pas toujours formuler. Les journalistes. Et dans le cas de Tosca, moi, le dernier moment où je me dis vraiment je dois écrire ce livre, alors c'est 2019, c'est l'assassinat de Madame Halimi, où là, quelqu'un est déclaré responsable alors qu'il a commis un assassinat antisémite, que c'est l'époque où on voit déjà monter 30% des atteintes antisémites. Et là, je me dis donc je dois le faire. On doit le faire. Alors, je n'imaginais pas en le publiant avec Emmanuel Colas, c'était prévu pour janvier de cette année, à quel point, après le massacre du 7 octobre, ça serait d'actualité encore plus que d'habitude. Mais il y avait ce désir de lui donner ce nom, parce que finalement, dans l'opéra, et avec ce qui se passe là, cette fois, il a un nom. Alors, peut-être que j'explique pourquoi j'ai dit ça, parce que c'est quand même un peu enfin, c'est aussi la magie de la culture, j'allais dire, ou de l'opéra. Cette ère de Tosca, c'est une histoire, il y a un personnage qui s'appelle Scarpia et qui a une sorte de reflet finalement du chef des miliciens, hein, de Touvier. Et Scarpia fait arrêter l'amant de Tosca, de Floria Tosca, qui s'appelle Mario Cavaradossi. Il le fait torturer sous les yeux de sa maîtresse pour qu'elle parle, pour qu'elle craque, pour le faire parler aussi, parce qu'ils savent où est caché un fugitif, un opposant à Scarpia. Cet opposant s'appelle Angelotti, Ange. Voilà. Et à un moment donné dans l'opéra, je ne raconte pas tout l'opéra, mais à un moment donné, donc il va être fusillé, Mario Cavaradossi. Et il se lève, il chante, je meurs l'heure est enfuie et c'est mon dernier jour, je meurs désespéré et je n'ai jamais autant aimé la vie. Et c'est cette ère-là que notre Tosca, dans la cellule où ils ont passé toute la nuit, les 7 plus les 2 résistants, c'est cette ère-là qu'ils chantent. Et c'est au moment, en tout cas ce que me disent les 2 derniers témoins, c'est qu'au moment où ils se lèvent pour chanter ça, là tout le monde sait exactement ce qui les attend, tout le monde sait ce que va être leur destin. Et c'est ce passage du personnage de fiction. Alors en l'occurrence, moi je pense qu'il n'aurait pas choisi de s'appeler Cavaradossi, et donc c'est plutôt Angelotti. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Ange dans le roman. Oui. Voilà. Et vous dites d'ailleurs Ange, enfin vous dites pas Ange juif, c'est pas Ange juif et Petit Louis le résistant, ça ressemble beaucoup. Oui, en fait, c'est aussi une des choses qui est tellement incroyable, c'est qu'ils ont tous le même âge, ils sont tous très jeunes, très très jeunes, mais les miliciens aussi. Oui. Parce que moi j'ai beaucoup lu et beaucoup travaillé sur justement qu'est-ce que c'est, mais pourquoi on est devenu milicien, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé là, et ce qui est frappant et qu'on oublie à force, c'est que, mais ils ont tous 25-30 ans. Alors effectivement, Louis Goudard, Petit Louis et Ange, devient comme 2 frères. Je crois que Louis a fini toute sa vie avec l'ombre de Ange sur son épaule, parce qu'ils étaient adossés. Alors, on parle que de Ange, mais il y a les autres. Il y a Siegfried Prock, il y a Maurice Lusselmann, il y a Léon Gleiser, il y a Louis Kriskowski, il y a Maurice Benzimra. Et quelle manière de ne pas les oublier, à part leur redonner vie ici. Alors même que les lieux dans lesquels ils ont vécu ça sont des lieux qui étaient complètement muets quand j'ai commencé mon travail, il y a 30 ans, et qui aujourd'hui encore, dans le collège, puisque c'est redevenu un collège, ce siège de la milice, c'est redevenu un placard à balai. Mais l'inhumanité des miliciens, c'est stupéfiant quand même.
Et ça nous interroge tout le temps. On n'aura jamais la réponse à ça. Comment des types effectivement du même âge que les résistants peuvent se comporter de cette façon? Et on n'aura jamais la réponse. C'est pour ça que je trouve l'étude des bourreaux, comment on devient un monstre, reste ouverte et vraiment passionnante. C'est de question en question. Est-ce qu'on est tous capables à un moment de commettre ça? Pourquoi on bascule, on devient résistant? Et pourquoi on est dans l'autre camp? C'est une question, comme toi, c'est une question terrible. Qui me taraude. Il y en a deux sur cette période. Il y a celle-là. Et d'ailleurs, dans Eleftheria aussi, à un moment donné, quand il y a un village qui est brûlé par les nazis, il y a un personnage qui est italien et qui avant était servi sous Mussolini et qui bascule et qui regarde celui qui vient de le dénoncer, qui se dit mais pourquoi lui il fait ça et pas moi? Enfin voilà, cette question de pourquoi lui il est de ce côté et moi de l'autre, c'est exactement celle de petit Louis qui regarde le milicien qui vient de les torturer et se dit pourquoi lui et pas moi? Et l'autre question c'est qu'est-ce que j'aurais fait et qu'est-ce que je ferais? Oui, bon, il y a des explications culturelles, historiques, sociologiques, mais la part d'énigme, elle demeurera de toute façon. Je crois qu'il faut la préserver. J'aimerais juste dire un dernier mot, non seulement d'appréciation et d'admiration pour ce que vous avez fait, mais vous-même, vous avez dit que finalement, dans la géole, il y avait un personnage qui n'était pas juif et qui est resté en vie. Donc c'est là que nous plongeons dans la réalité malheureusement d'aujourd'hui. Pourquoi cette volonté d'anéantir complètement de la face du monde le peuple juif? Heureusement qu'en hébreu on dit Netzach Israël lo yishaker. L'éternité du peuple d'Israël ne trompera jamais. Et je finirai par quelques vers de Hilaire Voronka à propos du fait qu'il pressentait la mort. Et avant de se suicider, il n'est pas le seul, il n'y a pas que la raison que j'explique dans le livre, il y a la Shoah entre-temps, il y a Primo Levi, il y a Paul Celan, il y a tant d'autres. Voilà ce qu'il dit. Malgré tout, rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Quel vers exceptionnel. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Les pleurs peuvent inonder toute la vision, la souffrance peut enfoncer ses griffes dans ma gorge. Le regret, l'amertume peuvent élever leurs murailles de cendres. La lâcheté, la haine peuvent étendre leur nuit. Rien n'obscurcira la beauté de ce monde. Merci. On peut vous vouliez dire quelque chose, encore, ou on termine avec les vers de Carole? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Tout le monde n'est pas parfait, je ne suis pas juif, mais je m'interroge sur l'antisémitisme depuis mes 14-15 ans, parce que mes parents étaient antisémites, et que je suis d'une famille de 10 enfants. Et un jour, c'est mon frère qui a juste une année de plus que moi. On était à table, on était très pauvres, donc on se retrouvait à 12 à table. Et mon frère s'est penché comme ça, et il a dit « Mais qu'est-ce que tu as contre les Juifs, papa ?» Et cette question-là, elle a fait basculer toute ma vie, en fait. Et ma question, et je vous la pose, je ne comprends pas l'antisémitisme, mais je ne sais pas de quoi il est fait. Et ça reste une question ouverte pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens haïssent les... C'est pour ça que je me suis installé à IH. Mais c'est terrible parce que les gens vous disent « Mais j'ai rien contre les Juifs. » Mais il y a eu 13 000 morts à IH, donc c'était quand même vos grands-parents. Et je me souviens que la dame s'est levée, je donnais une conférence à l'ambassade de France, une dame de mon âge s'est levée et elle m'a dit « Je vous défends d'insulter mes grands-parents. » Et c'est très compliqué, parce que ce sont ses grands-parents-ci. Le professeur Karl Yonkou publie les photos du pogrom. On les avait à la Fondation Elie Wiesel, on a ces photos, etc. Vous les montrez aux gens de Yash, ils ne les reconnaissent pas. Mais je connais chaque coin de trottoir à Yash.
La photo qui est sur la couverture du livre de Mattathias Karp, le livre noir, où il y a les deux parents, une petite fille et un petit garçon morts sur un trottoir. Je connais ce trottoir et la boutique qui est là. Rien n'a changé de ça. Mais les gens passent sur ce trottoir et ils ne savent pas à Yach. Il faut leur montrer la photo. Et encore. Et ça c'est incroyable en fait. Ça fait un demi-siècle que je travaille là-dessus, et sans obtenir une réponse. Et ça recommence en ce moment, et je ne sais pas pourquoi les gens nourrissent un sentiment comme ça à l'égard des Juifs. Qu'est-ce qu'ils incarnent les Juifs pour eux? Je ne sais pas. On peut peut-être amener cette interrogation. Oui. Merci à vous, merci à nos trois auteurs. Rapidement, donc merci à tous parce que vous avez vraiment un débat très très intéressant. C'est à vous, Muriel, que je voudrais poser une question, non pas à la poétesse ni à l'écrivaine, mais à la journaliste. Vous avez évoqué la Crète et l'extermination des Juifs. Et par un hasard de vacances familiales, je me suis retrouvée à Kos, dans une petite île perdue au milieu de nulle part. Et il y avait à l'intérieur du village une synagogue qui est devenue maintenant un centre culturel. Ça, c'est juste pour l'anecdote, mais je voulais savoir, en tant que journaliste, vous, si vous avez étudié, travaillé sur la Grèce et la façon dont ils ont maintenant, la façon dont ils évoquent leur histoire, l'histoire de l'extermination des Juifs grecs, et donc crétois, évidemment. Alors simplement, ce que j'ai compris, parce que moi je me posais la question, mais en fait, pourquoi personne ne sait ce qui s'est passé, en tout cas dans ma Crète, et finalement je découvre que ce qui s'est passé, j'allais dire sur le continent, bon, évidemment maintenant c'est plus sur Thessalonique, mais enfin c'était pas non plus quelque chose de très connu des Grecs. Et alors, une des explications qu'on m'a données quand j'ai commencé à creuser ce sujet-là, c'est que après la guerre, tout de suite après, ils ont eu la guerre civile. Parce que nous, on l'a complètement pas connu. Et donc, en fait, la guerre civile, qui a été quand même dramatique, puisque finalement, les résistants qui avaient quand même contribué largement à libérer la Grèce, se sont retrouvés à nouveau en guerre, et c'est eux qui ont été massacrés, et complètement exterminés, comme il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, l'extermination des Juifs allait passer à la trappe à ce moment-là. Voilà. Et ça commence seulement, mais seulement maintenant, à être un sujet. Alors, il y a aussi une judéophobie, hein, qu'il ne faut pas se cacher, qui est certainement entretenue par l'orthodoxie, qui est quand même une religion d'État aussi là-bas, hein, parce que ça me semble tout à fait... mais pas que, c'est-à-dire que moi, je connais quand même beaucoup de Grecs qui me disent, mais raconte-nous. C'est-à-dire qu'ils s'adressent à moi, raconte-nous. Mais nous, on ne sait pas, nous. À l'école, je vais vous dire qu'on ne leur apprend pas du tout. Et j'ai accompagné un poète grec, un poète grec juif, qui allait dans une université pour parler d'un livre qu'il a écrit sur les documentaires sur la communauté juive de Crète. Il explique, il raconte, il commence son PowerPoint des étudiants, pas des petits, hein, avec l'entrée du camp d'Auschwitz, il commence à leur expliquer la Shoah, enfin, les chambres à gaz et tout. Moi, j'étais un peu étonnée, et après, je lui dis, mais pourquoi t'es reparti de là? Et il m'a dit, t'as pas entendu les questions après? Je comprenais pas tout. Je lui ai dit, bon, les questions n'ont porté que là-dessus. C'est-à-dire, les étudiants découvraient, ils découvraient l'Holocauste, ils découvraient la Shoah. Donc, en fait, en réalité, j'ai posé après la question, ça n'est pas au programme de l'éducation en Grèce. Donc, il y a du boulot, quoi, on va dire. Merci à vous. Et vous merci à Je recommande vraiment les livres de Muriel et de Lionel et de Carole, bien sûr. Très très émouvant chacun d'entre eux. On va saluer l'arrivée de Hussein Bourgi qui est par là, de Madame Clara qui représente Michael Delafosse et de M. Jean-Louis Joly qui représente Cléber Mesquida. On va s'installer à la tribune pour les discours officiels de l'ouverture du 5e salon du livre des non-juifs.